concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Ils font un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après, Deschamps, il a sauté. Mais je sais. un con Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile que ça mardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va mourir, on va tous mourir. Moi, je n'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas voir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, ce soir, au beau milieu de la nuit, vous vous en doutez, je suis solo pour pouvoir faire le débat. Je pense qu'on va reprendre des débats avec les copains à partir de demain. Et là, ce soir, on est quasiment, un peu plus de 24 heures de l'ouverture de cette Coupe du Monde. Donc, on n'a pas parlé jusqu'à présent du pays organisateur, parce qu'on parle énormément, évidemment, logiquement même, des États-Unis, mais on parle pas, pour l'instant, on parle pas les copains du Mexique, et on parle pas aussi du Canada aussi, parce que cette Coupe du Monde, bon, ça va, je pense que si vous suivez les débats sur cette chaîne, vous êtes au courant quand même que cette Coupe du Monde, elle se déroule dans les 3 pays. Et pour le coup, ça peut peut-être influencer le parcours de une de ces trois sélections. Alors, comme d'hab, les copains, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Besoin de ça. Si vous arrivez sur la chaîne, si vous arrivez sur le live, même si vous arrivez tout à l'heure, peut-être en replay, n'hésitez pas, abonnez-vous, ça donne de la force. On est là et ça nous donne surtout envie de continuer. Voilà les copains. Bon, on rentre dans le vif du sujet tout de suite, parce que 4h du mat', c'est l'heure de commencer à aller dans le vif du sujet, sinon vous n'allez pas forcément rester. Alors, le Mexique, ça va jusqu'où dans ce mondial 2026? Et j'ai posé un peu la question dans le post pour annoncer ce live. Est-ce que le Mexique, ça peut aller jusqu'au dernier carré et donc aller en demi-finale? Alors, je vais faire un peu comme ce que je fais à chaque fois sur ces petits focus des équipes avant le mondial. Je pense que le Mexique a des arguments pour valoir d'aller jusqu'en demi-finale, ce qui est toujours un plafond de verre. On va pas se mentir, la demi-finale pour les Mexicains est une immense performance. Maintenant, il y a des arguments qui peuvent aller dans le sens d'un Mexique qui pourrait être équipe un petit peu surprise, même si, encore une fois, ils sont à domicile. Il peut y avoir des arguments. C'est pas que je vais faire un teasing de fou sur ce débat, mais je pense que sincèrement, il y a des arguments. Donc on va faire comme d'habitude, on va faire les choses dans l'ordre. Commencer par quoi? Par ce bon vieux classement FIFA, pour savoir un peu, Mexique, ça donne quoi sur le papier en débutant cette Coupe du Monde. Donc on se rend compte que le Mexique, c'est 15e. 15e. Donc c'est devant des sélections comme les États-Unis, eux aussi pays organisateurs, comme l'Uruguay, comme le Japon, comme la Suisse. C'est juste derrière le Sénégal, la Colombie. L'Italie, on dépasse toujours un peu silence, et encore une fois,
un supporter de la nationale et qui vous le dit, Croatie et Allemagne. Donc, sur le papier, ça reste une équipe, vu qu'on regarde le papier quand on regarde le classement FIFA, ça reste une équipe qui peut ambitionner juste sur son classement d'être en quart de finale. On rappelle, les quarts de finale, on se retrouve avec, non, là, je suis en train de partir sur un mauvais calcul. Je suis en train de partir sur un mauvais calcul. Oubliez ce que j'ai dit. Oubliez ce que j'ai dit, c'est plutôt une belle saucisse que je suis en train de sortir. Ça tient plutôt pour les 16e pour les 8e de finale. Donc c'est sur le papier, une équipe qui peut prétendre aux 8e de finale, voilà, plutôt qu'aux quarts de finale. Maintenant, bon, on voit bien, sur le papier, c'est pas le sparring partner des pays organisateurs. Je rappelle que la dernière coupe du monde, on est avec, Qatar qui est pays organisateur, donc qui va se retrouver, dans cette coupe du monde avec ce statut privilégié un petit peu de pays organisateur. Là, le Mexique, on est quand même sur une sélection qui est compétitive. Voilà, et on va vite le voir, le parcours de qualification montre que le Mexique reste une sélection quand même performante et qu'ils n'ont pas obtenu leur 15e place au classement FIFA, même si encore une fois ce n'est que le classement FIFA. Mais ils ont quand même fait le boulot dans la zone CONCACAF, où on le sait, le Canada depuis quelques saisons maintenant est redevenu un pays compétitif avec des générations de joueurs qui s'exportent beaucoup plus, et pu avoir dans les années 2000 ou 90. C'est devant les États-Unis, mine de rien, parce que ça finit à égalité de points avec le Canada, mais ça finit devant les États-Unis. Et évidemment, après, devant le Costa Rica, le Panama, la Jamaïque, le Salvador et le Honduras. Et quand on regarde d'un peu plus près le parcours de qualif, on se rend compte que oui, il y a l'accro face au Canada là-bas, et l'accro dans ce match un peu fou face aux États-Unis 2-0, alors que les États-Unis finissent à 10. Hormis ces deux accros-là, alors certes, vous me direz, face aux deux équipes qui sont les plus compétitives du groupe, hormis ça, le Mexique a fait le boulot. Donc, ok, on peut se dire que c'est peut-être pas hyper flamboyant. Pardon. Parce que, au-delà des points, bon, on se rend compte que c'est 17 buts marqués en 14 matchs. On n'est pas sur une équipe qui est en train de pratiquer peut-être un jeu à la Zeman, et 8 buts encaissés en 14 matchs. Bon, ça vous montre encore une fois que le 1-0 est très souvent privilégié du côté mexicain. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on voit que la sélection est 15e, on voit que le parcours de qualification, il n'y a pas eu d'accro majeur, même s'il n'y a pas la première place au bout, quand même sur quelque chose de positif de la part du Mexique, qui n'a pas eu besoin de passer par le barrage ou par... Voilà, même si, bien évidemment, on le reprécise, le Mexique est qualifié en tant que pays organisateur, mais tu passes aussi par cette phase-là. Donc, dans cette phase de qualification, le Mexique est resté quand même compétitif dans cette zone CONCACAF qui est toujours un peu particulière. On a tendance toujours à se dire que le Mexique, ça doit passer avec les États-Unis, mais les lieux communs, faut les faire évoluer un petit peu. Bon, après, maintenant qu'on a vu ça, c'est bien. Maintenant, on peut, je pense, regarder un peu plus près le vif du sujet. Et le vif du sujet, c'est quoi? C'est la liste. Donc, la liste des Mexicains, comme d'hab, on commence par les gardiens. Donc, Raúl Rangel de Guadalajara. Alors, excusez si l'accent n'y est pas. Hein. Je suis pas mexicain. On va essayer de tenter des trucs, mais ça marchera peut-être pas. Carlos Acevedo de Santos Laguna. Alors, on retente encore. Et enfin, la légende. La légende. Je pense que j'ai pas autre chose pour dire. Guillermo Ochoa. 4e Coupe du Monde, possiblement, pour l'ancien gardien de l'AC Ajaccio. Ouais, pour ceux qui ont quand même déjà quelques années. C'est un peu fou.
C'est un peu fou cette présence d'Ochoa. Et bon, pour moi, il part pas titulaire. À lui qui devrait partir. Je pense qu'on part plus sur Raúl Rangel. Mais je sais pas si c'est vrai, mais possiblement, il pourrait jouer pendant cette Coupe du Monde. Maintenant, bon, le symbole est joli, pas de problème. On aime bien Guillermo. Seul souci, est-ce que ces 3 gardiens, je remonte, hein, Raúl Rangel, Guillermo Ochoa et Carlos Acevedo, est-ce qu'avec ça, tu as la garantie de pouvoir faire quart de finale, voire complètement fou, les demi-finales? Moi, je vous le dis, j'ai des doutes. J'ai des doutes. Pour moi, je ne connais pas assez bien Rangel et Acevedo. Ochoa, je le connais, mais je sais qu'il est plus là, entre guillemets, comme j'ai dit, pour le symbole. Si c'est lui le gardien titulaire, je l'adore, mais à 40 piges, je suis pas sûr que ça soit la garantie pour pouvoir aller loin dans une compétition. Donc sur le papier, pour moi, le poste de gardien, c'est un point d'interrogation. Je ne veux pas enterrer les joueurs parce que je les connais pas assez bien, mais pour moi, ce que je peux avoir comme référence sur une Coupe du Monde où il va falloir quand même que tu puisses t'appuyer, comme d'habitude, sur un bon gardien, j'ai peur que Raúl Rangel, ça soit un peu compliqué. Bon, ensuite, niveau défense, tu as peut-être d'autres garanties. Bon, voilà, hein, je pense qu'on n'est pas sur la meilleure génération de défenseurs mexicaines, et ça va peut-être être même le cas pour tout un tas de postes, mais n'empêche que tu as de la qualité, parce que tu retrouves Israel Reyes de l'América, Jorge Sanchez du PAOK Salonique, César Montes du Lokomotiv Moscou, Johan Vázquez du Genoa, Jesus Gallardo de Toluca et Mateo Chavez de la Z Alkmaar. Dans cette liste-là, les gars, moi j'en connais un peu mieux que les autres, c'est Johan Vázquez du côté du Genoa. Pas un poète, hein. Pas un poète, hein, les copains, je préfère vous le dire, c'est pas le défenseur le plus propre et le plus classe que j'ai pu voir. Par contre, sacrée mentalité. Sacrée mentalité, battant, guerrier, lâche rien. Et bon, je le vois moins parce que maintenant il est au Lokomotiv Moscou, mais un César Montes, de ce que je me rappelle de lui en Liga, ça restait un défenseur plutôt solide. Donc si on partait sur une défense centrale, Johan Vázquez, César Montes, bon, je vous dis pas encore une fois que c'est une défense high level, mais pour l'objectif quart, bon, pour l'admin non, mais pour l'objectif quart, avec une bonne tournure de tournoi, une bonne tournure de tournoi, un tournoi qui prend un bon virage dès le départ, et on va vite revenir dessus. Pourquoi pas? Après, sur les postes de latéraux, que ça soit Gallardo ou que ça soit Sanchez, puisque c'est normalement un peu eux qui peuvent être là. Après, peut-être que Reyes et Chavez aussi peuvent se faire une place, mais je partirais plutôt un peu là-dessus. Ouais, j'ai un peu des doutes. On parle de joueurs qui, pour certains, jouent dans le championnat mexicain. Donc, comme d'habitude, on va pas sous-estimer le championnat mexicain et partir en mode on connaît pas les mecs au très haut niveau, donc c'est des joueurs moyens. Peut-être que tu as des bonnes surprises, et on le verra au milieu de terrain, il y en a quelques-uns. Mais faudra voir quand même dans cette liste-là. Ouais, je pense que la défense centrale, ça peut tenir la route. Et puis, on va en parler aussi, mais avec un sélectionneur comme Javier Aguirre, j'espère que je le prononce bien. Bon, la partie défensive, elle est pas à négliger, hein, parce que c'est pas quand même, je l'ai dit, un apôtre du jeu offensif, hein, le Aguirre. Donc, bon, pour moi, ça peut aller pour, je le dis, la défense centrale pour un quart. Les latéraux, j'ai plus de réticence.
Alors, petit message de Schweppes Tony Citron. Bonsoir, Jay, salut mon copain. J'espère que tu vas bien, que tu vas vite pouvoir venir avec moi en débat, je pense dans les prochains jours, mon copain Chad. Le Mexique, c'est solide, mais je les vois pas au-delà des 8e perso. Ok, tu les vois pas passer le fameux plafond de verre, le fameux plafond de verre qu'ils ont à chaque compétition. Maintenant, ça doit faire 90 ou 94, qu'à chaque fois, ils vont jusqu'en 8e, et puis à chaque fois, ça s'arrête. Alors qu'en plus, il y a eu des années où il y a des sacrées belles générations, il y a des sacrés bons joueurs, et peut-être, hein, encore une fois, les 8e. Mais tu confirmes que c'est solide. Donc, si c'est solide, ça valide que la défense est plutôt au niveau. Voilà. Quand je l'ai dit, j'ai des doutes sur les latéraux. Au milieu de terrain. Au milieu de terrain, on se retrouve avec le capitaine Edson Alvarez, qui joue au West Ham, Luis Romo de Guadalajara, Obed Vargas de l'Atlético Madrid, Brian Gutiérrez de Guadalajara, Orbelín Pineda de l'AEK Athènes, pardon, Eric Lira de Cruz Azul, César Huerta d'Anderlecht, Alvaro Fidalgo du Real Betis, Luis Chavez du Dynamo Moscou, et enfin la petite pépite, le petit joueur frisson, Gilberto Mora de Tijuana. Là-dedans, le joueur qui va forcément sortir dans cette liste de milieu, et il n'y a peut-être pas forcément même besoin d'être spécialiste mexicain, je l'ai dit, c'est Edson Alvarez. Edson Alvarez, ça reste le joueur le plus, le plus marquant peut-être de cette génération, enfin de cette sélection mexicaine. Bon, alors, je vais être clair, hein, Edson Alvarez, ça reste un bon joueur, un joueur plutôt de devoir, qui, alors en plus ils nous disent West Ham, et oui, j'ai revérifié, c'est juste qu'il est revenu à West Ham, mais il a passé toute la saison à Fenerbahçe. Plus, ça a été quand même un peu particulier à Fenerbahçe, il a peu joué, il ne sort pas d'une grande saison, Edson Alvarez. Donc, bien sûr, il est très important, et c'est avec ce type de joueur-là que tu peux peut-être construire ce fameux quart de finale. Demi, on en revient toujours à la même chose, ça reste compliqué. Et après, bah, on va dire, t'as des bons joueurs, mais est-ce que tu as le joueur, on va dire, qui sort du lot et qui peut peut-être t'amener ta génération plus haut que ce qu'elle était capable, mais parce que t'as un leader. Ouais, j'aime beaucoup le Gilberto Mora. Je vous le dis, 17 ans, il provoque des émotions. C'est un joueur un peu frisson, comme on dit. Maintenant, c'est 17 ans. Est-ce que ça peut être véritablement un titulaire et un joueur majeur dans cette sélection? Je sais pas. Maintenant, c'est lui sur lequel je vais dire, je vais avoir un œil plus avisé. Et puis après, évidemment, bah, on connaît aussi Obed Vargas, mais après, pour le reste, c'est beaucoup de joueurs qui jouent dans le championnat mexicain. Alors, il y a Fidalgo aussi qui joue du côté du Betis, mais voilà, on n'est pas sur une génération où tu as 3-4 mecs qui jouent dans des championnats ou dans des équipes surtout un peu majeures. Je dis pas forcément des top clubs, mais voilà, par exemple la fameuse époque Guardado, qui a dû faire lui aussi 3 ou 4 coupes du monde, mais qui était à chaque fois dans des clubs compétitifs et qui était un peu le leader un peu de cette équipe. Et là, je parle pour les plus jeunes. Après, il y en a toujours eu. Il y a eu évidemment Rafa Marquez, mais manque peut-être ce joueur-là. C'est peut-être ça le problème de ce Mexique quand on regarde cette liste de sélectionnés. Manque peut-être ce vrai leader. Alors Edson Alvarez, je viens de le dire, c'est sur lui que va reposer un peu cette responsabilité. Mais j'ai peur que ça fasse têche. Peut-être que je peux me tromper, mais je pense que c'est aussi un petit peu limitant.
Si ton seul joueur, voilà, ton seul joueur majeur sur lequel tu comptes, hein, sort d'une saison où, bon, il est passé à côté, quoi. Donc, je suis un peu dubitatif. Et sur la liste des attaquants, bon, Roberto Alvarado de Guadalajara, Alexis Vega de Toluca, Julián Quinones de Alcatia en Arabie Saoudite, Santiago Jiménez de l'AC Milan, Guillermo Martinez des Pumas, Armando González de Guadalajara et enfin Raúl Jiménez de Fulham. Tony Citron, pardon, qui nous dit Chicharito va manquer. Bah ouais, je te confirme. Hein. Ah là, ça manque d'un Chicharito. Hein. Là, je te confirme, mon copain. Là, on est loin d'avoir une génération frisson. Voilà. Maintenant, je sais pas. Hein, faudra voir, mais voilà, je pense qu'il y a quand même un petit souci. Dans cette liste-là, bah, moi, je vous le dis, il y en a un que je connais bien. Il s'appelle Santiago Jiménez. Santiago Jiménez, il a quand même réussi à faire l'exploit cette saison pour un numéro 9, de boucler la saison sans but. Je pense que le silence est assez évocateur. Donc, on a un attaquant qui est la tête dans le seau. Donc, au niveau confiance, pas gagné. Et en plus, c'est un paramètre qu'on ne précise pas forcément, j'ai pas précisé depuis le départ de ce live. Mais le Mexique, ok, bien sûr que tu as l'avantage d'être à domicile pour jouer tes matchs, on va vite y arriver. Mais attention, hein, la pression, elle est forcément plus intense sur le Mexique pour cette Coupe du Monde 2026 que quand c'est une Coupe du Monde au Qatar ou c'est une Coupe du Monde en Russie. Donc là, il faut voir que le numéro 9 va avoir une grosse responsabilité. On connaît les Coupes du Monde et le poids du fameux numéro 9. Et, sans faire des parallèles comme il y a un moment avec un Stéphane Guivarch en équipe de France, mais c'est compliqué d'être le numéro 9 d'une sélection attendue. Et on vient de le dire, on montre la liste, quand l'équipe, elle n'est pas super talentueuse. Maintenant, je le dis, je veux pas me tromper. Il y a des joueurs que je connais pas, en fait. Et il y a des joueurs, sincèrement, le championnat mexicain, j'ai beau suivre avec intérêt le football, il y a pas de joueurs du championnat mexicain que j'ai pas. Donc, je veux bien moi laisser la porte ouverte plutôt que d'arriver avec de grandes certitudes en se disant bah ouais, de toute façon, je le connais pas, ça va pas être bon. Attendons de voir. Maintenant, sur le pédigré et sur les références du 11 mexicain et même du groupe mexicain, bon, j'ai quand même un peu de doute. Et sur ce fameux poste de numéro 9, Raúl Jiménez, je l'aimais beaucoup il y a 5-6 ans. Non, il fait un peu plus, il fait un peu plus son âge, quoi. Donc, je sais pas. Chopsonny Citron qui nous dit Arvin Lozano n'a jamais confirmé son potentiel, mais en CDM, je crois qu'il va performer comme il l'avait fait en Russie. Et c'est ça, en fait, le problème, mon copain, c'est qu'en fait, notre ami Irving Lozano est pas là. Et il est pas là, hein. Il est pas dedans. Parce que je le place dans les fameux absents notables. Dans les absents notables, oui, hein. Irving Lozano, il est pas dedans, hein, mon copain. Donc, il y aura pas de Irving Lozano en Coupe du Monde qui va performer. Donc, ça va être là aussi pour moi le souci, c'est que tu as pas ce fameux. Et je dis pas que Irving Lozano était un top player, mais bon, c'était quand même un joueur un peu frisson, peut-être pas frisson, mais qui pouvait te débloquer un match sur une occasion, sur une Axel ou sur tout ça. Bon, bah tu l'as pas. Alors après, pareil, c'est des joueurs qui sont plus du championnat mexicain, donc il faut avoir l'œil. Mais
Mais Malagón, Carlos Rodriguez et Diego Lainez, on veut dire que ça retourne tout le pays. Bon, ça pose question. Ça pose question et c'est des joueurs qui auraient pu prétendre eux aussi à être en sélection. Chopstony Citron qui nous dit Gilberto Mora, pour l'instant, c'est qu'une hype pour avoir suivi. Écoute, oui, maintenant, c'est quand même intéressant ce qu'on a pu voir. Je te cache pas, mon copain, moi, ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, j'ai bien envie d'en voir plus dans un contexte comme une Coupe du Monde, tout ça. Maintenant, je suis d'accord, ça reste un gamin de 17 ans. Un gamin de 17 ans, faut toujours attendre. J'avais pas vu qu'il avait pas pris Lozano what the f... Eh ouais, bah ouais, il a pas pris Lozano. Il prend pas Lozano. Donc, c'est un vrai choix fort de la part d'Aguirre. D'après ce que j'ai pu lire en préparant ce débat dans la presse mexicaine, c'était quand même un peu précis. C'était un peu évoqué. Il a préféré dire même privilégié, privilégié, ouais. Un groupe où peut-être t'as pas un joueur pas problématique, mais peut-être avec un statut à gérer et que tu t'appuies sur des Mora et des joueurs plus jeunes, peut-être que c'était ça c'était ça. C'est un joueur qui a mine de rien une grosse expérience internationale, Lozano. Bah ouais. Non mais c'est un choix fort. Hein. C'est un vrai choix fort. Après, j'ai regardé de plus près Lozano. Cette année, il joue pas un match. Il joue pas un match en MLS. Alors, en plus, il a pas l'air d'être blessé. Mais Lozano, ça joue pas un match. Hein. Donc, peut-être des raisons. Que notre ami Javier Aguirre ne le prenne pas. Donc, eh bien, ça fait une petite transition parfaite pour parler du coach, du sélectionneur même mexicain. Bon, Aguirre, c'est pas un entraîneur qu'on découvre. Si vous êtes alors comme moi depuis un bon moment amateur de football, Aguirre, c'est un nom qui parle. Bon, je l'ai dit un peu tout à l'heure et on a vu la manière de se qualifier du Mexique. Javier Aguirre, je dis pas un apôtre du jeu défensif, mais vraiment, on parle d'un entraîneur qui a souvent eu des équipes moyennes, qui jouaient pour le maintien, qui luttaient pour survivre. Donc, quand on regarde les dernières expériences, bon, ça n'a pas été couronné forcément de succès, mais à Majorque, ça a plus marché. Il est passé sur le banc de l'Égypte. Le bilan est bon, mais au final, ça reste pas. Au Japon aussi, le bilan sur le papier est bon, mais ça reste pas non plus. Après, le Japon, ça remonte maintenant à il y a une dizaine d'années, mais bon, Aguirre, dans la fameuse question, est-ce que ça peut coller jusqu'à le quart de finale? Ouais, sur un, on va dire un parcours qui pourrait être clément. On va vite y revenir, on va vite y attarder. Il pourrait. Maintenant, soyons clairs, moi, j'ai tendance à penser qu'un Javier Aguirre, c'est un entraîneur du passé. Donc, dépassé, j'en sais rien, mais encore, en tout cas, du passé. Et je vous remontre, au cas où vous n'auriez pas vu, il a 67 ans. Hein. Donc, on est quand même sur un... Je ne fais jamais de jeunisme, mais c'est pour voir aussi en 2026 où les groupes doivent être challengés mentalement, bien gérés mentalement et bien préparés mentalement. Est-ce qu'un Javier Aguirre, avec ses méthodes, qui certes ont pu faire leurs preuves, mais dans des contextes bien différents, ça peut coller? Je sais pas. Moi, j'ai des doutes. Hein. Moi, je vous le dis, Aguirre, j'ai quand même des doutes, mais si la mission, c'est vraiment de faire quart de finale en étant le plus dégueulasse possible, mais en arrivant à passer, moi, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, alors, maintenant qu'on a parlé un peu du coach, on a parlé de la liste, on a parlé bien évidemment du parcours de qualif. Maintenant, je vous propose, les gars,
être encore plus dans le vif du sujet. Et ça, c'est le vif du sujet qui va être dans quelques heures. Le 11 juin, je vous rappelle que là, au moment où on enregistre, on est le 10, donc le 11 juin, 21h, Mexico, Afrique du Sud, Mexique, match d'ouverture de la Coupe du Monde. On enchaîne avec le 19 juin, donc 8 jours après. 8 jours, hein. Il y a quand même certaines sélections qui ont un enchaînement beaucoup plus rapide, hein, qui jouent 5 jours après leur premier match. Là, on est quand même sur 11 juin, 19 juin, donc 8 jours après. Et encore après, le 28 juin. Donc les Mexicains, ils ont dire quasiment à chaque fois plus d'une semaine entre leurs matchs. Donc après, est-ce que ça sera un avantage ou est-ce que ça sera au contraire un handicap? Je sais pas. Mais à une ère où justement les joueurs jouent beaucoup de matchs, se plaignent de pas avoir assez de récupération, là, entre tes matchs, tu as plus d'une semaine. Donc un match par semaine, voire plus parce que c'est 8 jours. Après, il faut compter avec le décalage horaire, hein, n'oublions pas, il y a le décalage horaire, donc les 8 jours, ça peut être 7 jours véritables, mais on s'est compris, il y a toujours au moins une semaine de décalage entre les matchs. Donc un match par semaine, à domicile. Bon, ça, déjà sur le papier, le Mexique, ça part quand même avec un avantage. Et puis alors, si on va plus loin avec les équipes et là pareil, les références des équipes rencontrées. Bon, l'Afrique du Sud nous avait plutôt enchanté, on en avait parlé plus d'une fois sur la chaîne pendant la CAN 2023. Bon, sur la 2025, c'est un peu le flop et un peu la déception. Donc, le Mexique qui rencontre l'Afrique du Sud pour le match d'ouverture. Bon. C'est pas un sparring partner, mais c'est pas non plus le match piège. Voilà, quoique, ça pourrait être le match piège. Ça peut être un match piège. Mais de ce qu'on a vu de l'Afrique du Sud, j'ai quand même été un peu plus partagé. Chad qui nous dit le Mexique à la défense et le milieu pour faire chier. Ouais. Ça, à l'image d'Aguirre, hein, qui, encore une fois, est loin d'être un apôtre du jeu offensif. 17 jours à la phase de poule, punaise, les 48 équipes se font sentir. Bah ouais. Non, mais en plus, pour répondre à ta question, enfin, à ta remarque, Chad, il y a des équipes pour lesquelles il y a 5 jours d'écart entre les matchs. Là, on est sur 8 jours. Alors après, comme je l'ai dit, entre le premier et le deuxième jour, il y a un match à 21h et un autre à 3h du matin. Donc, ça considère une journée supplémentaire, mais voilà, on est sur des considérations aussi purement de décalage horaire et de placement des matchs pour nous en Europe. Mais voilà, si tu prends le planning, on a peut-être des choses un peu plus claires. Mais factuellement, pour regarder le premier match du Mexique, c'est le 11 juin. Pour regarder le 9e, c'est le 19 et le 28 pour le dernier quand tu es en France. Donc, plus d'un match par semaine, moins d'un match par semaine, voire un match par semaine, ça peut jouer. Et puis, voilà, on a parlé de l'Afrique du Sud, mais la Corée du Sud, est-ce que cette génération coréenne est en capacité de pouvoir, elle aussi, un peu passer le plafond de verre, même si on n'oublie pas qu'ils font qu'ils vont jusqu'en demi-finale de Coupe du Monde en 2002. Bon, je sais pas, on le dit très souvent, il y a toujours besoin dans ces sélections-là d'un joueur majeur. Bon, ton joueur majeur, Heung-min Son, je sais pas qu'est-ce que ça peut donner, même si en MLS, bon, on va pas dire non plus que c'est le niveau de la Ligue 2 non plus, on va pas abuser, mais on n'est pas sur un championnat majeur, avec une opposition dans les matchs qui sont
Ils sont pas dingues. Donc, est-ce qu'un Huntington peut être encore le fer de lance de cette Corée? Bah, ce serait intéressant de regarder ça d'un peu plus près, mais bon, je sais pas. Et République tchèque, on les connaît, les Tchèques, quoi. Ils sont passés par les barrages pour arriver à se qualifier dans un scénario un peu fou en plus. Est-ce que c'est une vraie belle sélection? On est loin de la génération des Poborski, Nedved, Smisser, des, des vrais joueurs, on va dire, de ballon, de trucs. Loin de l'époque Petrocech. Bon, on est quand même sur une République tchèque pas la plus vibrante de son histoire. Maintenant, si on regarde, ça reste un groupe homogène. Ligne 2, ça reste un groupe super homogène. Parce que Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud, République tchèque, si tu enlèves le paramètre que le Mexique est à domicile, si on te demande de faire le classement entre ces 4 équipes, hormis bah voilà, le côté à domicile, tu es obligé de te dire bah, que c'est du kiff-kiff. Donc, est-ce que c'est un avantage d'être dans un groupe homogène où, ok, t'as pas de cador, mais par contre, chaque match va être compliqué, parce que là, par contre, ok, peut-être que l'Afrique du Sud, c'est pas le pire, la pire équipe pour ton match d'ouverture, mais n'empêche que ça va pas être une équipe 3 points. J'appelle l'équipe 3 points, bah voilà, une équipe sparring partner, type Curaçao, bon, on va pas se mentir, ça risque d'être compliqué pour eux de marquer des points. Là, l'Afrique du Sud, on est loin de ça. La Corée du Sud, c'est la même chose. Et la République tchèque, idem. Maintenant, tu es à domicile. Ça, par contre, c'est un vrai gros avantage. Qu'on le veuille ou non, ça reste un énorme avantage. Est-ce que ça suffit pour être premier du groupe? Parce que c'est un peu ça la question. Est-ce que ça suffit? Ce qu'on a pu voir des garanties du Mexique, moi, je vous le dis, les copains, je suis entre deux. Maintenant, si vous me dites que le Mexique peut finir premier dans ce groupe-là, bon, je vais pas tomber de l'armoire, en fait. Je vais pas tomber de l'armoire. Maintenant, si le Mexique vient finir deuxième, voire troisième dans ce groupe-là, que Corée se révèle particulièrement performante avec un Kangini de folie, que Patrick Schick est complètement dingue avec la République tchèque et que ça finit troisième et que voire même c'est l'Afrique du Sud qui... Bon. Et encore une fois, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant si c'est le cas. Maintenant, j'ai tendance, si on doit se mouiller, ça fait plus de 35 minutes qu'on a commencé ce live. Allez, moi je veux bien entendre que le Mexique finit premier de ce groupe. Je veux bien. Je veux bien, c'est entendable. Comme on l'a dit, c'est un groupe homogène. Donc, tout le monde peut terminer premier dans ce groupe. Maintenant, le paramètre domicile avec le public, pour moi, ça joue et ça fait la différence. Chouapsoni Citron qui me dit la France en fait partie, je pense, entre Guadalajara et Toronto, il y a 8 heures, je crois. Alors, eux, ils jouent que Mexico et Guadalajara. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'écart, mais tu as raison, entre les deux, c'est quand même assez chaud. Et le niveau moyen de la Corée est meilleur, mais avec un Sun en déclin, je pense pas. Je pense que ça finit 4e CDM de la honte. Ouais, c'est pas impossible. Si je dois me mouiller, en fait, je connais pas assez bien la génération coréenne, mais peut être peut-être en déclin, hein, Sun, hein. Mais il reste quand même compétitif, je crois, du côté de la MLS. Donc attention à la Corée, mais vraiment, je vous l'ai dit, hein, si on dit que n'importe quelle équipe finit première, il y a pas de dinguerie. Et puis bah voilà, forcément, pour terminer ce petit débat et ce petit focus Mexico. Bon, si ça termine premier, ça joue un troisième de groupe. Et dans les troisièmes de groupe, bon bah, on peut assez logiquement se dire que le Mexique, qui plus est, encore une fois, à domicile, bon bah ça peut arriver à vite passer. Vite,
passer. Hein. On va faire plutôt ça. Par contre, si ça se qualifie pour les huitièmes de finale, ça jouera le premier du groupe L. Alors, le premier du groupe L, c'est l'Angleterre. Là, je ne vais pas vous mentir, c'est mort. J'ai mis un espèce de suspense, hein, histoire de vous dire, mais non, mais il n'y a pas de débat. Mexique, Angleterre, je pense que l'Angleterre passe. Même avec l'appui du public et ce que vous voulez, je pense que huitième de finale Mexique, ça passe pas. En revanche, si le Mexique vient à terminer deuxième, ils viennent à jouer non pas un premier de groupe, mais un deuxième de groupe. Et le deuxième de quel groupe? Le groupe du Canada, de la Bosnie, du Qatar et de la Suisse. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas plus intérêt à tomber deuxième dans ce groupe, dans le groupe? Une vraie question. Et en huitième de finale, ça pourrait jouer le premier du groupe F. Le premier du groupe F, c'est le groupe des Pays-Bas, du Japon, de la Suède et de la Tunisie. Et autre groupe en question qui pourrait se jouer, c'est le deuxième du groupe Brésil, Maroc, Haïti, Écosse. Bon, je vais pas vous mentir, ça risque d'être compliqué dès les huitièmes. Mais, si on se retrouve avec un Mexique, comme je l'ai dit, donc deuxième du groupe B, Mexique, Canada, Bosnie, Qatar, Suisse. Imaginons Canada, Mexique-Canada, je pense que ça peut passer pour le Mexique. Si par contre, après, on se retrouve avec le deuxième du groupe C, ou, c'est-à-dire plus ou moins le Maroc, ou alors l'autre équipe, je la replace, groupe F, Pays-Bas, Japon. Est-ce qu'un Mexique-Pays-Bas, on arrive à passer du côté mexicain en huitième de finale? Il y a possibilité, compliqué, mais il y a une possibilité. Japon, Suède, Tunisie, pareil. Maintenant, je l'ai dit, c'est là un petit peu le vrai problème en fait de ce tournoi et de ce bracket, c'est qu'en fait, il y a limite plus d'intérêt à terminer deuxième de ton groupe plutôt que premier. Parce que premier, certes, tu vas jouer un troisième de groupe en deuxième, en 16e de finale, donc très bien. Tu vas pouvoir normalement atteindre le fameux huitième de finale standard pour le Mexique. Et par contre, huitième de finale, tu face à l'Angleterre. On peut m'expliquer comme on veut. Hein. Mexique-Angleterre, en tout cas sur le papier, l'Angleterre est largement favorite. Et même à domicile. Maintenant, le foot est ce qu'il est, ok. Mais jouer l'Angleterre dès les huitièmes de finale, c'est pas un cadeau. Alors que si tu viens à jouer le deuxième du groupe du Canada, de la Bosnie, bon, tu peux avoir un adversaire à ta portée. Et après, en huitième de finale, premier du groupe F, des Pays-Bas, bon, c'est un nom, c'est un pays majeur dans la Coupe du Monde, mais est-ce que pareil, on est sur une grosse génération? Je vous invite à aller voir, on a fait un débat il y a quelques jours sur la chaîne pour estimer les chances des Pays-Bas. Bon, les Pays-Bas, on les voit pas non plus aller extrêmement loin dans cette compétition. Donc, se retrouver face à cette équipe-là, peut-être en huitième de finale, ou le Maroc, ou le Brésil, puisque c'est dans ce groupe-là, il y a match, hein. Il y a match. Et là, après, tu te retrouves dans ce fameux huitième de finale, dans ce fameux quart de finale. Si tu arrives à passer cet écueil-là, donc, disons Canada et Maroc ou Pays-Bas, tu te retrouves en quart de finale. Donc, il va falloir bien évidemment surperformer. De toute façon, on est très clair, on l'a dit. Le Mexique est 15e.
au classement FIFA sur le papier avant de débuter la compète. Donc on n'est pas sur une équipe qui est top 10, donc qui peut ambitionner logiquement de se retrouver en quart. Maintenant, de l'autre, attention, en fonction du classement, la Coupe du Monde, pour moi, peut s'arrêter plus tôt. Maintenant, il y a un monde où si le Mexique vient à sortir l'Angleterre, comment dire, il va y avoir un espèce de une prise de conscience. En tout cas, une prise de conscience avec un plafond de verre qui serait dépassé, plus la sensation d'avoir battu un gros outsider. Je dis pas un gros favori, parce qu'on pareil, on en a parlé sur la chaîne. L'Angleterre qui va au bout, non. Bon, maintenant, c'est une équipe qui prétend au minimum faire dernier carré. Donc, si le Mexique venait à sortir l'Angleterre, oui, ça peut te donner des ambitions et te donner sacrément confiance. Maintenant, on l'a dit, dans cette liste-là, il y a des points positifs dans cette liste de joueurs. Maintenant, est-ce que ça suffira? Ouais, c'est la vraie question. Les demi-finales, je l'avais dit au début de ce débat, si ça tourne bien, même si ça tourne bien, ça me paraît très très compliqué les demi-finales. Les quarts de finale, paradoxalement, si tu termines deuxième de ton groupe, ils sont plus envisageables en tout cas que si tu termines premier. Donc mieux vaut, c'est moche, surtout quand tu es compétiteur, c'est moche de viser plutôt la deuxième que la première, mais c'est celle qui te permettrait de pouvoir aller plus loin. Donc voilà, pour moi, le Mexique, quart de finale, c'est réalisable si tu termines deuxième, comme on vient de le dire, et que pareil, pour ton huitième de finale, si tu joues le Maroc ou les Pays-Bas, il va falloir forcément sortir un très très gros match. Mais face à ses adversaires, ça me paraît encore réalisable de pouvoir arriver à faire le match-up. Maintenant, si c'est l'Angleterre, non, les copains, pas se mentir, ça va être impossible. L'Angleterre, ça va être quasi à domicile aux USA. Ouais, maintenant, faudra voir ce que ça va donner en termes de calendrier. Est-ce que le Mexique est pas protégé? Mais je crois que c'est jusqu'en 16e de finale qu'ils sont protégés à jouer au Mexique. Après, je crois pas. Faudra voir. Voilà. Donc, amis mexicains, si vous avez suivi ce petit live, le Mexique, moi, j'y crois pas plus loin que les quarts de finale. Il faut de la réussite. Maintenant, voir une sélection mexicaine qui passe le premier tour, oui, ça j'y crois. Mais sur la durée, ça va me paraître compliqué de pouvoir faire un plus gros parcours. Voilà les copains, moi je vais m'arrêter là. Merci à Schweppes, Denis Citron qui nous a bien accompagnés pendant ce live. Merci à toi mon copain. Merci à vous d'avoir suivi. Comme d'hab, commentez, likez, partagez. Abonnez-vous. Si vous découvrez le live, vous venez de vous connecter, vous venez de voir le débat. On parle tous les jours de foot sur la chaîne, que je sois en solo ou avec un copain. Abonnez-vous. Voilà, on a besoin de ça pour développer la chaîne et pour se donner de la force. Et puis, vous gardez aussi en tête que c'est important, avant le petit message de fin, qu'on est disponible en podcast. À chaque live fait, il y a un petit podcast disponible sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Gardez en tête, ouais, c'est copains, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao.